point de vue. Mathieu Monzou. Nous sommes au mercredi 4 août 2021. Bonjour et bienvenue dans le deuxième rendez-vous de l'émission Point de vue de cette semaine. Nous recevons M. Adrien Akoté-Beleki, président de la Convergence patriotique panafricaine. C'est pour avoir la position de la CPP sur les conclusions de la concertation nationale entre acteurs politiques. Je le reçois aujourd'hui avec le confrère Jérôme Soussou, directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Laurent Lorenzo est à la mise en onde. Présentation, je signe Mathieu Mozo. Merci encore une fois d'être sur Zéphyr. Notre invité est là, le confrère également, M. Adrien Akoté-Beleki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Convergence patriotique panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci bien. Jérôme Soussou, bonjour. Oui, Mathieu, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Jérôme. Ça fait longtemps. Très longtemps. Monsieur le président de la CPP est un grand ami de très vieille date. D'accord. Ça fait plaisir de l'entendre. Oui, on a fait certaines choses ensemble. Bien sûr. D'accord. Jérôme Soussou, vous êtes le directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Alors, monsieur Beleki, comment se porte la CPP? Voilà, d'abord, je voudrais rectifier. Mon nom, c'est Akoté. C'est Akoté. Oui. Voilà. Adrien Beleki, c'est mon prénom. D'accord. Beleki, c'est le nom de mon père, le prénom de mon père pour sa jeunesse. Ah, d'accord. Et moi, je l'ai pris comme mon nom d'antenne et je l'ai mis là-dedans. Voilà. Donc, comment se porte la CPP? Oui, la CPP se porte comme tous les partis politiques au Togo. Nous nous débrouillons, nous nous battons pour conquérir le terrain. Nous faisons de notre mieux pour faire passer le message du vivre ensemble de la CPP. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui, quand nous écoutons beaucoup de discours, les gens reviennent sur le vivre ensemble, qui doit être le leitmotiv de notre vie sur dans le petit rectangle qu'est le Togo. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voudrais aussi avoir votre avis sur la digitalisation du casier judiciaire au niveau de la CPP. Comment trouvez-vous cette initiative? Le 21e siècle, c'est la 4e révolution industrielle. Donc, si nous ne posons pas tout ce qui s'est fait d'une manière numérique aujourd'hui ou d'une manière digitale aujourd'hui, c'est que nous sommes en retard. Donc, tout ce qui se fait maintenant dans ce cadre est une bonne chose. Souhaitons que les dieux de la technologie ne nous descendent pas en cours de route. C'est ça le plus important. Moi, je suis d'Anero, je suis d'Anero. Et pour aller faire un casier judiciaire, il faut aller au tribunal d'Anero, quitter ici pour aller s'asseoir là-bas, faire la demande et payer 500 francs, alors que aujourd'hui, il faut payer en ligne et puis avoir son casier judiciaire. Donc vous voyez un peu. Donc nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Le Togo ne peut pas être en marge de cette 4e révolution industrielle. D'accord, merci pour ce mot. Les travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques se sont achevés le 13 juillet dernier, après 6 mois de travaux avec un relevé de propositions que vous allez essayer de parcourir avec nous, monsieur Adrien Beleki Akoté. Voilà, vous êtes donc le président de la Convergence patriotique panafricaine. La CPP fait partie donc des 21 partis politiques qui ont participé à ces travaux. Je signale que 17 réunions du comité d'appui ont eu lieu avec 11 séances plénières. Alors, comment se sont déroulés les travaux selon la CPP en termes d'ambiance, pour commencer par là? Ça, c'est une très belle question. Moi, je peux vous dire que c'est la première fois que je participe à une discussion politique. Avant, j'étais dans la société civile et surtout dans le monde syndical. J'ai participé à plusieurs négociations que nous appelons chez nous des négociations collectives. Mais c'est la même procédure. Mais ma surprise, comme je l'ai dit au début de l'ouverture de la concertation, je disais aux amis que c'est la première fois que, sans pression de rue, les Togolais se retrouvent autour d'une table pour discuter. Que c'est la première fois, sans pression, sans agitation, sans crise, que c'est la première fois. Sans intermédiaire également.
Deuxième élément, on n'a pas eu besoin de quelqu'un pour superviser tout ça là. C'est entre Togolais. Et souhaitons que ça donne de bons résultats. À la fin, le 13 juillet dernier, j'ai réitéré ces propos. J'ai dit, je me suis posé des questions durant les 6 mois. Les 11 plénières auxquelles j'ai participé, l'ambiance qui a régné, le respect des uns envers les autres. Et je peux vous assurer que j'ai vu des gens qui se mangeaient le nez dans le temps, mais qui se taquinent au cours de... Et je posais la question à la fin, mais pourquoi les autres ont échoué? Les autres discussions ont échoué. Mais est-ce que celles-ci n'ont pas échoué? Non, celles-ci n'ont pas échoué. Nous pouvons dire que celles-ci n'ont pas encore échoué. Nous attendons l'application des propositions pour dire que ça n'a pas marché. Mais les autres ont échoué. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui refusent catégoriquement. Et il y a tout un cortège qui s'en va. Aujourd'hui, l'histoire nous donne une autre preuve que des adversaires hier, des ennemis hier peuvent rester autour d'une table, discuter. Et tout est volonté. Hein, c'est une affaire de volonté de chacun et c'est une affaire de volonté politique également. Vous allez constater que pour la première fois également, il n'y a pas la société civile dans la discussion. C'est seulement, comme le titre le dit, concertation nationale entre acteurs politiques. Point. Il n'y a plus de société civile. Donc c'est les hommes politiques, selon les critères définis pour participer à cette concertation, qui se sont retrouvés depuis le 19 janvier pour se terminer le 13 juillet. Moi, lorsque l'arrêté fixait 3 mois renouvelables une fois, moi j'ai tiqué, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois alors? Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ce ne serait pas chose facile. Il y a des débats, des points sur lesquels on a fait... On va aller justement à ces points, voilà un peu monsieur ce qui s'est passé. Et il serait difficile de parcourir toutes les propositions dans cette émission. Mais on va parler de l'essentiel, surtout en ce qui concerne le code électoral, sur lequel la Sénat a fait 29 propositions. On attendait que les participants à la Sénat proposent une CENI technique, mais ils ont préféré garder la CENI politique. C'est la position de la CPP? Non, la CPP, oui. La CPP, chaque parti politique a fait des propositions, a donné des documents. Voici les documents de la CPP. Et les documents de la CPP se résument seulement en 3 grands points. Le premier point, nous avons pensé à la CPP lorsque nous discutions entre nous pour faire des propositions, parce que nous avons donné 2 semaines pour faire des propositions. D'abord, la décrispation de la vie politique. Parce que nous sommes dit, c'est pas dans cette atmosphère pesante que nous pouvons discuter. Le deuxième point, les défis économiques et sociaux. Je disais, lorsqu'on faisait le brainstorming lors de la première réunion, qu'aucun homme politique ne fait jamais à la fin de son mandat un bilan politique. Il fait toujours un bilan social. Bien sûr. Donc parlons également des défis économiques et sociaux. Et enfin, la gouvernance électorale. Voilà les 3 points que la CPP a proposés. Mais ces points ont des sous-points. Donc, maintenant, sur votre question, nous avons parlé de la CENI purement politique en attendant pour arriver à une transition vers une CENI technique. Malheureusement, notre proposition n'a pas été retenue. Cela ne nous a pas empêché de la défendre jusqu'au bout. Et comme le consensus est tourné autour de ce que nous avons retenu, nous avons adopté. Point. D'accord. Voilà. Alors, sa composition, notamment la CENI, 17 membres comme toujours, majorité parlementaire, 7 oppositions, 7 membres, 4 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 2 membres de la société civile et 1 membre pour l'administration. Ça vous va au niveau de la CPP? Ça nous va au niveau de l'opposition, ça nous va au niveau de la classe politique, c'est la question qu'il faut poser. D'accord. Mais étant donné que la CPP est un parti politique. D'accord. Vous savez, lorsque vous prenez l'ancien code, je voudrais rappeler
que l'ancien code de 2007, retouché, est issu de l'APG. Bien sûr. De l'APG. C'est à la fin de l'APG qu'on a conçu ce document. Et si vous vous rappelez bien, des leaders politiques ont apprécié ce code électoral. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y a des difficultés, comme dans toutes les lois. Et on a réaménagé. Et c'est la première fois qu'on est assis pour en discuter sérieusement. Lorsque vous prenez ce code électoral, en son article 12, la composition c'est toujours 17. Oui. Mais par contre, la majorité à 5, Oui. l'opposition parlementaire à 5, Également. l'opposition extra-parlementaire à 3. La seule différence est la société civile à 3. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a retiré un de l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire a perdu une place. Au lieu de 5, c'est 4. C'est 4. C'est 4 aujourd'hui. Donc on a fait... Ce qui n'était pas évident dans le temps. Ah non, mais moi je me souviens que certains de nos amis disaient, ah non, nous ne voulons pas faire en sorte croire aux gens que les lois se taillent selon les exigences du temps. Non. Pourquoi il y avait 5 avant et aujourd'hui 4? Ça a été un débat. Parce que je sais que... L'opposition parlementaire aujourd'hui a bien voulu accepter, c'est ce que je dis, parce qu'ils ont voulu accepter. Non, ça a été, je vous dis que ça a été un débat très dur. Très dur avant qu'un homme m'a donné. Parce que lorsqu'on projetait le récapitulatif, mais on a vu qu'il y en a qui disent qu'il faut garder cela en statu quo. En statu quo. Deuxième élément de cette opposition extra-parlementaire, ce n'est pas que vous allez encore envoyer des noms comme vous le voulez, mais c'est l'opposition extra-parlementaire qui va en son sein désigner des gens après des discussions pour envoyer. Et ce que nous allons envoyer, c'est ça que... Est-ce qu'aujourd'hui vous pourrez le faire? Voilà. Oui, Jérôme. De toute façon, nous savons que nous allons en discuter. Ceux qui ne veulent pas en discuter, ça fera leur beurre. Pour nous, il faut en discuter. Il faut en discuter parce que... Vous y arriver. Bon, nous sommes en train de faire une expérience. Laissez-nous le temps de faire l'expérience et l'évaluer après. Bon, une fois ces propositions validées, monsieur, à côté par le gouvernement, il y aura forcément la mise en place d'une CENI avant les élections régionales. Ça, c'est sûr. Et un nouveau code électoral également. De toutes les façons, il y aura un nouveau code électoral. Parce que les tests, les 29 propositions feront l'objet de nouveaux tests au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, il faudra que ces tests soient vite faits, que l'Assemblée nationale puisse les adopter et que les tests soient promulgués en test de loi pour permettre à ce que nous ayons un nouveau code électoral. C'est ça la réalité. Et mettre en place une nouvelle CENI. Bien sûr. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, on a discuté de la permanence même de la CENI. Parce que c'est pas possible qu'après les élections, parce qu'après les élections, le travail n'est pas terminé. Le travail continue. Les rapports, ceci à faire. Et la préparation même avant de mettre une nouvelle CENI. Donc, la durée de la CENI, c'est toujours 1 an, mais oui, c'est une permanence après les élections, avant. Donc, je pense que si tout va bien, bientôt, si on met le cadre permanent de concertation en place le plus vite possible, les tests de loi doivent partir pour pouvoir les projets de loi, bien les propositions de loi doivent partir très vite pour que on puisse les adopter et arriver alors à refaire un nouveau code. Quelles sont les propositions concernant le fichier électoral, parfois à l'origine des incompréhensions entre acteurs politiques? Il faut vraiment qu'on parle de... Vous savez, moi je voudrais dire que lorsque vous participez à une négociation ou bien à une concertation ou à un dialogue, il y a des critères. Il faut toujours tenir compte du contexte. Et tenir compte également de la partie adverse. C'est pas parce que vous êtes les plus beaux et que la partie adverse est la plus vilaine que tout ce que vous allez dire. Et donc, quand vous tenez compte de ces deux éléments, vous devez savoir que
Il y a des choses qui peuvent passer facilement. Il y a des choses qui vont être dures à faire avaler. Mais, chemin faisant, de discussion en discussion, on peut le faire. Maintenant, le fichier électoral. Oui. Si vous prenez le document que vous avez à main, vous allez constater que... Ah, je n'ai pas le document, voilà. Vous allez constater que le fichier électoral, on a demandé, on a accepté aujourd'hui qu'il y ait d'abord une audience foraine. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Les électeurs, par, comment on les appelle même, ce que les chefs de trucs là reçoivent pour leur faire des cartes. Mais la majorité, c'est à Lomé. Hein. Ah oui, 70%, 70 à 75%. C'est ceux qui ne disposent pas de ces documents, c'est à Lomé. 40% dans la région de la Kara, mais la majorité, c'est à Lomé. Mais qu'est-ce qui se passe que les gens ne font pas leur certificat de naissance? Donc, on a demandé qu'il y ait une audience foraine. Et aujourd'hui, nous sommes tous mis d'accord sur cette audience foraine. Maintenant, le fichier électoral, pour la première fois, mais peut-être, il y aura un fichier électoral intégralement biométrique. Ça a été... Beaucoup de partis politiques l'ont demandé. Beaucoup de partis politiques l'ont demandé. Et à la fin, on dit, avant d'arriver à un fichier électoral biométrique, il faut que les gens disposent de papiers et de documents. Donc on ne peut pas commencer le fichier électoral biométrique sans avoir des documents. Et le premier document, c'est le certificat de naissance pour aller faire sa carte nationale d'identité. Donc, ça a été accepté aujourd'hui. Si ça a été accepté, donc cela veut dire que le fichier même, lorsque le recensement sera fait, le fichier sera audité avant l'organisation des élections. Et là, la CNAP demande carrément un recensement, un nouveau recensement électoral. Oui, vous savez que ce qui s'est passé en ce qui se fait habituellement, une révision. Non, un recensement et non une révision. Oui, c'est ce que je dis. Habituellement, nous faisons des révisions. Mais cette fois-ci, vous exigez un recensement biométrique intégral. Ce n'est plus une révision. Et que le nouveau fichier qu'on va nous donner, soit audité. Pourquoi c'est garde-fou? Non, moi, au contraire. Voilà, on reprend donc cette émission après la pause avec notre invité aujourd'hui, M. Adrien Belleke Akoté, président de la Convergence patriotique panafricaine, et Jérôme Soussou, directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux. Alors, M. Akoté, nous sommes de retour, on va poursuivre justement avec le cadre électoral. Il semble que plusieurs séances ont été consacrées à l'authentification des bulletins de vote. Qu'avez-vous décidé finalement? Ça n'a pas été très facile, c'était un véritable parcours de combattant. Parce que, bon, vous savez, nous sommes des partis politiques et chaque majorité tient toujours à garder sa majorité. Comme dans tous les pays au monde, c'est toujours comme ça. Maintenant, lorsque nous arrivons sur l'authentification des bulletins de vote, ce que nous avons retenu après discussion, c'est que l'authentification se fera le jour du vote. Sur place dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote. Par deux personnes. Une désignée par les membres du bureau de vote, dont l'une doit être toujours de sensibilités différentes. Cela veut dire que si l'opposition et la majorité sont dans le bureau de vote, les deux qui vont authentifier par la signature seront de tendances différentes. Maintenant, il est aussi dit qu'on ne peut pas négliger l'hologramme. Il a été décidé que c'est le jour-là que les gens vont choisir la case de leur hologramme. Ce qui veut dire que les hologrammes ne seront pas mis sur le bulletin de vote avant le jour de vote. C'est dans la salle que les membres du bureau de vote s'occuperont de ce travail-là. C'est ce que les auditeurs doivent comprendre. Le peuple doit comprendre ça. Mais il n'est pas dit que les fraudes seront complètement exclues. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis tout récemment. Nous avons vu ce qui s'est passé. Maintenant, plus loin... Non, avant oui, Jérôme. M. Akoté disait que pour l'authentification, il doit y avoir deux personnes de sensibilité différentes. Le jour même
Mais on nous a toujours raconté que parfois il y a une sensibilité qui chasse d'autres sensibilités et tout ça là. Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, attendez, quand on dit qu'il y a une sensibilité qui chasse... Ou parfois il y a des militants qui arrivent, qui chassent d'autres militants, et puis bon, comment ça va se faire concrètement à ce niveau-là? Lorsque vous êtes, Jérôme, vous êtes un membre d'un parti politique désigné pour représenter l'opposition dans un bureau de vote, vous devez avoir l'esprit, que vous ne représentez plus votre parti, mais vous représentez toute l'opposition. Deux, que vous devez avoir le courage nécessaire de rester. Je vais vous donner un exemple. J'ai été dans mes tournées à Havre. Et une dame m'a dit qu'elle a été membre d'un bureau de vote. Vers 13h, on faisait tout pour la faire partir du bureau de vote, mais elle a résisté jusqu'à la fin. Et ça a failli dégénérer. Est-ce que c'est les partis qui donnent des consignes? Mais c'est des aînés qui le font. C'est très difficile. Vous ne pouvez pas, Jérôme, me dire que en fouet, tout le monde a le même niveau de compréhension que toi. Non. C'est comme ça partout. Donc, je crois que ce que nous allons désigner dans les bureaux de vote et parfois même vous n'avez pas de... L'opposition n'a pas de représentants dans les bureaux de vote. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, quand je parle d'authentification, donc, et il est dit qu'après avoir mis les hologrammes, il faut toujours authentifier. Mais nous avons dit quelque chose. Tout homme, quel qu'il soit, ne peut jamais signer 500 bulletins de vote sans commettre d'erreur dans la signature. Bien sûr. Quel que soit Alpha. Qu'est-ce qui va se passer si un parti dit, séance tenante, que à la fin, que cette signature n'est pas conforme? Il y a eu plusieurs propositions. Et à la fin, on a retenu non. Si c'est le bureau de vote qui a désigné, qui a choisi l'emplacement de l'hologramme, donc l'hologramme fera foi en ce moment. Est-ce que ce ne serait pas une occasion de fraude? Je disais tout à l'heure, dire qu'il n'y aura pas d'occasion de fraude, je ne suis pas sûr, parce que... Mais la vigilance doit être à tous les niveaux. Voilà que, même aux États-Unis, vous avez vu ce que Trump a voulu faire. Il a fallu des gens qui résistent. Nous devons dire à nos militants qu'ils doivent savoir résister. C'est ça, c'est tout le problème. L'autre sujet important qui divise, parce que moi je voudrais vraiment qu'on parle de ces sujets-là qui divisent sur le cadre électoral, c'est la compilation des résultats. Comment elle se fera? Bon, la compilation des résultats par les CELI, désormais se fera commune par commune. Commune par commune et CELI par CELI après. Pourquoi? Parce que après les élections locales, nous avons décidé d'avoir des communes de plein régime. Donc, à partir de cet instant, les communes doivent jouer leur rôle. Les communes doivent jouer leur rôle. C'est pour cela que vous allez voir dans les conclusions que lorsque une préfecture a plus de 3 communes, il faut au moins 2 CELI. Oui. Donc, pour faciliter les choses dans la compilation. Donc, la compilation se fera d'abord bureau de vote par bureau de vote, commune par commune et CELI par CELI. Si nos représentants de l'opposition sont là, ils doivent être vigilants pour la compilation des résultats. Voilà. Et les procès-verbaux établis à partir de ces fiches de compilation seront rédigés en nombre suffisant pour que chaque membre de CELI et chaque représentant de candidat puisse en obtenir une copie. D'accord. Est-ce que c'est suffisant pour ne pas avoir de fraude? C'est à nous de prendre les mesures nécessaires de vigilance pour éviter que nous tombions dans un piège. C'est tout. D'accord. Voilà l'essentiel du cadre électoral. Jérôme, je voudrais qu'on demande à Monsieur le Président si au niveau de la CP, vous pensez que si toutes ces propositions sont validées par le gouvernement, ce sera le meilleur cadre électoral. Bon, je ne peux pas dire du meilleur cadre parce que, tu sais, vous savez, on ne peut pas aller à une négociation et dire qu'on est satisfait à 100%. Mais il y a eu des avancées. Notre prière aujourd'hui, c'est que tout ça, parce que la composition même de la CENAP, il y a eu 3 présidents de groupes parlementaires.
il y a le groupe parlementaire URC, le groupe parlementaire net de la PDP et le groupe parlementaire uni qui était dans la salle et qui a adapté tout ça là avec nous. On leur demande de jouer leur rôle pour faire passer le message au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout le problème. Maintenant, au niveau du gouvernement, ça a déjà adopté. C'est pour cela que d'ailleurs, les journalistes critiquent pourquoi on n'a pas sorti ça. Nous voyons aujourd'hui, je crois que je vous parlais de contexte, nous voyons aujourd'hui que la majorité qui est là, à l'Assemblée, c'est la même majorité qui est au gouvernement. Si le gouvernement ne l'adopte pas, comment voulez-vous que l'Assemblée puisse l'adopter? Quelles sont les garanties, Jérôme, votre garantie que le gouvernement adopte? Bien avant cela. Oui, Jérôme. Sans langue de bois, M. Akété. Oui, je vous écoute. Avec toutes les explications que vous venez de nous donner, et je l'ai dit tantôt, que ça donne l'impression que quelque chose a été sérieusement fait dans ce cadre-là. Je ne suis pas participant, mais en entendre des explications, je me dis que peut-être il y a un début de quelque chose qui va être bien fait prochainement. Mais qu'est-ce qui explique que des gens ont quitté la CENAP à la dernière minute et puis par la suite, ils contestent tout, sans langue de bois? Je voudrais juste comprendre un peu. Je voudrais vous répondre également sans langue de bois, en vous regardant les yeux dans les yeux, comme dirait Mitterrand, comme d'habitude, comme dirait Mitterrand à Chirac. Chaque parti politique est responsable de ses actes. Point. Chaque parti politique est responsable de ses actes. Oui, justement. Est-ce que vos amis de l'opposition vont accepter vos idées? Parce que vous aurez à travailler quelque part, justement au niveau de la recomposition de la CENI, vous aurez à partager les places. Ceux qui n'étaient pas là, comment allez-vous travailler avec eux? Est-ce qu'ils épousent vos idées? Non, attendez. Lorsque le débat va se faire, on verra ce que ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, ce qu'ils vont demander. C'est clair. Nous n'avons pas d'adversaire entre nos partis politiques de l'opposition. Non. Nous avons des incompréhensions, c'est sûr. Nous avons des divergences de point de vue, c'est sûr. Mais sur certains points essentiels, on peut s'entendre. Mais nous attendons de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin et ceux qui sont partis avant et quelques jours après, avant la fin. On attend de voir comment se fera leur comportement au moment des discussions. Ce que je dis est que ceux-là qui sont partis ont donné l'impression que leurs propositions n'ont pas été prises en compte. C'était bien ça, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont quitté. Maintenant, avec les explications ici, on donne l'impression que tout a été, en tout cas plus ou moins, bien fait. Alors, avec ça là, en tout cas pour moi, ça a toujours posé le blocage par rapport aux évolutions de tout ce qu'on voulait. C'est pour ça que j'ai posé la question, mais je suis resté en tout cas sur ma foi, ma soif. Non, attendez, je vous dis une chose. Tout parti politique est responsable de ses actes. Parce qu'avant de prendre un acte, c'est l'organe du parti qui se réunit et en décide. Moi, en tant que CPP, je n'accepterai pas que, au nom de mon parti, lorsque mon parti décide de faire quelque chose, que d'autres partis me critiquent. C'est leur problème. Bon, maintenant, sur le fond du problème, je vous dis qu'il n'est écrit nulle part dans l'accord que vous avez que telle sera la CENI, telle sera. C'est les partis de l'opposition qui vont se retrouver pour désigner des gens. Et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, avant les garanties, parlez-nous un peu de comment vous allez régler les contentieux. Les contentieux? Bon, les contentieux, il y aura plusieurs. Puisque les délais proposés aujourd'hui, par exemple, pour l'élection présidentielle, il y a un seul candidat. Il y a un seul candidat pour peut-être contester ou bien deux. On a donné 72 heures, comme dans le temps. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Maintenant, pour les élections législatives et sénatoriales et locales, on a donné 5 jours. En 5 jours, un parti bien organisé peut s'organiser pour avoir les documents de contestation pour les présenter là où il faut les présenter. Voilà. Alors, quel suivi les participants, les garanties, les participants de la CENAP feront justement. C'est le suivi. Non, attendez. Si vous voyez dans le document,
il y a une partie qu'on a réservée au cadre permanent de concertation. Oui. Notre proposition, et comme beaucoup de propositions, c'est que ce cadre permanent soit vite mis en place. Est-ce qu'il y a un délai ou bien on laisse le libre choix au gouvernement de mettre en place ce cadre quand il voudra? Non. Le cadre permanent sera vite mis en place. Simplement. Le gouvernement est actuellement en congé. Ça, c'est ce que j'ai appris. Le cadre permanent, et ce cadre permanent permettra de faire le suivi. Et aussi bien dans l'esprit et dans la lettre de ce contenu. Même, nous disons que les textes de loi qui seront proposés par le gouvernement, ce seraient proposés par le ministère de l'administration territoriale, et que ce cadre soit mis en place pour faire le suivi avec eux, pour que les textes de loi répondent au contenu, à l'esprit et à la lettre des conclusions. Maintenant, vous nous dites quelles sont les garanties. Moi, ici, je ne peux pas donner de garanties. Ce sera encore peut-être des discussions, des fois dures, mais qui vont aboutir à des résultats. Ça. Oui, mais justement, est-ce que le gouvernement a acté, va acter? Parce que jusque-là, il faut qu'il nous dise s'il accepte toutes ces propositions ou mais, lui aussi, il a des choses à dire. Non, je vous ai dit que le ministre Boukessi, beaucoup déjà confondent. Le ministre Boukessi n'était pas partie prenante en tant que tel de la CNAVS. Il était seulement rapporteur. C'est là le danger. Si le représentant du gouvernement, c'est lui qui décide après tout. Le gouvernement est rapporteur. Parce que c'est entre acteurs politiques. UNI, qui est le parti politique, est représenté par son secrétaire exécutif, qui est notre ami Acholi. Maintenant, le gouvernement, je vous ai dit, au dernier conseil des ministres qui s'est tenu à Kara, a pris acte. Oui. N'a pas déjà accepté. D'abord à féliciter. D'accord. Ce ne sont que des mots. Parce que nous n'avons pas parlé de cela dans cette émission. Attendez. Non, attendez. Je ne suis pas à la place du gouvernement. Bien sûr. Non, le gouvernement a pris acte. Le conseil des ministres, je sais qu'il y a eu des débats autour du document. Je sais qu'il y a eu des documents, mais ça ne peut pas l'écrire dans un communiqué du gouvernement. Nous savons qu'il y a eu des discussions autour du document. Forcément, avant de prendre acte, il faudra qu'ils discutent, qu'ils comprennent certaines choses. Parce qu'il y aura des incidences sur la Constitution. Tout ça là. Donc, si le gouvernement a pris acte et a félicité, à un moment donné, c'est que le gouvernement est partant. Maintenant, dans l'application, on verra ce que ça va donner. Monsieur Akwete Beleki, on ne peut pas s'en passer en se disant que le gouvernement a été pour la plupart du temps laxiste et désinvolte sur beaucoup de questions. Et c'est pour ça que tout ce que vous dites ici là, moi depuis un moment je me suis dit que je suis devenu en fait Saint Thomas et j'attends de voir avant de croire. J'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a été toujours laxiste par rapport à un certain nombre de choses, surtout lorsque il s'agit des propositions de l'opposition. J'ai dit tout à l'heure que je vous semblais être très enthousiaste par rapport... Non, je ne suis pas enthousiaste. De toute façon, moi je mets encore beaucoup de doutes dans la pratique même, dans la mise en pratique même de ce document. Surtout que, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le gouvernement a dit, à prendre acte, ça laisse en tout cas réfléchir par rapport à beaucoup de choses, surtout que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé véritablement sur les questions. Mais je veux dire que le gouvernement va relire tout ça là et va sauter des choses dedans. Ça c'est évident. Alors en ce moment-là, comment est-ce que vous allez vous comporter, vous, de l'opposition, surtout qu'aujourd'hui, il y a déjà une sorte de guéguerre qui naît entre vous? Non, il n'y a pas de guéguerre entre nous. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on constate. Comment est-ce que vous allez vous prendre lorsque le gouvernement va commencer par rejeter en tout cas des parties de votre document? Bon, monsieur Jérôme Sossou, merci pour la question. Je voudrais vous dire que lorsque je vais à une discussion, je m'attends à tout. Et comme je l'ai dit, l'ambiance a été bon enfant. La première question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'on a pris du temps comme ça pour faire ce travail? 6 mois. Pourquoi est-ce qu'on en avait besoin? Deuxième question,
est-ce que nos amis du gouvernement comme de l'INI avaient besoin d'une concertation à une époque donnée? Même si nous le demandons, d'un dialogue à un moment donné, s'ils ont eu la volonté, sans pression extérieure, sans gesticulation dans la rue, sans tapage, d'accepter qu'il y ait une concertation entre les acteurs du parti politique, je crois qu'il faut d'abord saluer cette volonté-là. La volonté est. Maintenant, dans l'application de ce document, mon souhait et le souhait de la CPP, c'est que tout soit mis en œuvre, que les choses se passent vite, parce que si nous devons aller aux élections régionales en 2022 et aux élections législatives en 2023, que le nouveau code sorte, qu'il y ait une nouvelle mise en place d'une nouvelle CENI, afin qu'on puisse commencer. C'est pour cela que ceux qui seront dans le cadre permanent de concertation doivent être vigilants pour faire le suivi de tout ce que l'on fait. Je sais que ce ne sera pas chose facile. Ne croyez pas le comité d'appui qui a été mis en place pour discuter d'abord avant de venir en plénière. Ça a été facile. Même en plénière, ce qui a été discuté en comité d'appui revient en plénière et c'est des débats chauds. Ne croyez pas que ce sera alors une chose facile. Donc, nous ferons tout pour que, au moins, pour une fois, la confiance revienne entre nous. Et surtout que ça ne soit pas un temps perdu. Non, que ce ne soit pas un temps perdu. Que les 6 mois ne soient pas un temps perdu. Tout à l'heure, j'ai écouté l'honorable Alipu qui disait, mais ils ont pris des permissions auprès de la présidente de l'Assemblée pour passer ces 6 mois. Donc, je crois qu'il y a une certaine volonté. Maintenant, je ne voudrais pas aller sur un problème de doute dans le départ. Je fais confiance jusqu'au jour où je verrai. Moi, j'ai fait référence par rapport à au passé. Non, c'est normal. Si nous remenons chaque fois le passé, tirons le son du passé pour faire quelque chose de bon. C'est le plus important. C'est ça. Tirons le son de ce passé-là, de ce passé difficile que nous avons. C'est ça. D'accord. Peut-être un autre sujet, à part le code électoral, la nouvelle loi fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation pacifique publique est décriée aujourd'hui, mais à la grande surprise, seulement 2 propositions ont été faites sur cette loi par la SNAP, notamment sur les axes et zones sur lesquels les manifestations sont interdites et sur les heures de manifestation. Est-ce que c'est suffisant pour satisfaire les Togolais sur cette loi? Mais je ne sais pas, vous voyez, même dans les pays développés, lorsqu'il doit y avoir une certaine manifestation, il y a toujours des dispositions à prendre. Donc pour nous, c'est dans l'application de cette loi, puisque l'heure a été avancée. Je crois que maintenant, c'est de 8h à 8h à 19h, de 11h à 18h. Ouais. Et que l'itinéraire, ce n'est pas dans la loi que ça doit être mis, mais dans les discussions. Donc cela veut dire qu'on a sauté une partie. Avant, il y a des itinéraires qu'on refuse carrément. Aujourd'hui, on dit l'itinéraire doit être discuté au moment des discussions. Maintenant, c'est à nous d'avoir la force nécessaire. D'avoir une organisation contestation spontanée. Vous pouvez avoir des contestations spontanées. Une contestation spontanée naît spontanément, comme vous le dites. Et à ce moment, de toute façon, lorsque la contestation commence, il faudra discuter pour voir si il y a une marche. Parce que la contestation, c'est pas toujours en criant dans la rue. Non, c'est pas toujours en faisant des marches. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on veut faire des marches, lorsqu'on veut faire une réunion quelque part, et pour la manifestation de certaines vérités, je pense qu'il faut discuter et prendre les mesures nécessaires. Maintenant, toute discussion, c'est une affaire de rapport de force. C'est une affaire de rapport de force et de proposition contre proposition. Si vous faites de bonnes propositions contre de bonnes propositions, vous croyez que ça a été facile avec nos amis d'unir avant d'accepter? Oh, s'ils ont fait des propositions, Et s'ils ont fait des propositions, ne croyez pas que c'est l'opposition qui a fait des propositions. Unir aussi a fait des propositions. Bien sûr, Unir a toujours fait des propositions. Les propositions ont été battues en brèche. Et à un moment donné, je suis surpris de vous dire que à Tcholi, à un moment donné, taquiné déjà, parce qu'à un moment donné, il se dit, ma proposition a été battue en brèche. C'est ça. Il y a eu la question du parrainage des candidats à l'élection présidentielle. Comment cela a été géré?
Non, on n'a pas voulu copier le Bénin parce que c'était un mauvais exemple. On n'a pas voulu tout simplement copier le Bénin, c'est ça. D'accord, oui. Non, peut-être il nous reste... Il y a une question à laquelle je dois répondre aussi de Jérôme, avant que Jérôme ne pose sa dernière. Je vais répondre ensemble maintenant. Allez-y. Oui. Bon, peut-être ma dernière question, c'est de savoir, en tout cas aujourd'hui, est-ce que vous, les partis de l'opposition, vous avez la main libre d'organiser vos rencontres, vos meetings, vos réunions? J'ai posé la question juste parce que on se rappelle, je crois, hier ou avant-hier, ce qui était arrivé à la DMK. On va aller rapidement pour terminer. Non, vous savez, comme je l'ai dit, la loi est là. C'est l'application des fois de la loi qui est difficile. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont chargés d'appliquer cette loi, peut-être font du zèle. Si vous avez des problèmes, appelez le ministre de l'administration pour lui dire non. Voici la loi. Moi, je vais vous donner un exemple. On était à Tamlegbo, le préfet avait refusé. On a dit non. La loi ne vous demande pas d'avoir une certaine autorisation. C'est de vous informer. Point. C'est tout. Et parce que parfois, les gens nous avons pu tenir notre réunion. Maintenant, la question, quelles sont les garanties? Je donne un simple exemple. Nous avons presque 10 000 bureaux de vote. Nous avons à peu près 42, 43 CELI actuellement. Pour les CELI, ce sera facile. Mais pour les bureaux de vote, est-ce qu'un parti politique peut aujourd'hui se taper la poitrine pour dire je le peux mettre dans tous les 10 000 bureaux de vote un membre du bureau de vote? C'est pour cela qu'il faut faire appel à notre intelligence pour dire si je ne suis pas ici, un autre peut être là. Voilà, ça vous sert en même temps de conclusion. Et nous devons nous faire confiance pour le faire. Voilà, merci beaucoup Monsieur Adrien Beleki à côté, qui est donc le président de la Convergence patriotique panafricaine, qui était avec nous aujourd'hui pour parler des conclusions de la Sénat par rapport à son parti. Point de vue se referme ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vendredi, on sera peut-être encore avec un autre homme politique qui nous donnera également la position de son parti sur ces travaux-là, comme nous l'avons fait ce matin, donc avec le président de la CPP, Laurent Lorenzo, à la mise en œuvre. Je suis Mathieu Mozo. Merci à Jérôme également qui a participé à cette émission. Au revoir.